La peur, c'est quand même un sentiment vachement particulier. Ce sentiment est à la base généré pour nous prévenir d'un danger, quelque chose qui pourrait nous arriver. Mais au fur et à mesure du temps, plus on est safe, plus on est dans notre zone de confort et plus ce sentiment de peur tend à s'estomper. Mais ce soir, on va voir ensemble qu'il y a certains sentiments d'angoisse qu'on préférerait ne jamais vivre. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir on est parti pour un nouveau thread d'horreur. Bon, ce soir, on va pas être extrêmement long en introduction. On va tout d'abord commencer par vous remercier, vous qui soutenez notre travail depuis si longtemps, vous qui rejoignez la chaîne tous les jours. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on continue cette aventure et ça nous fait vraiment trop du bien. On approche dangereusement d'Halloween et du coup on est en train de réfléchir à des concepts qui pourraient vous faire plaisir. Du coup vraiment si vous avez une inspiration, quelque chose que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça et on lit vraiment tout et d'ailleurs on répond à tout le monde. Avant de plonger dans les 3 histoires mystérieuses de ce soir, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là et notamment Insta. On est hyper actif en ce moment, on fait pas mal de publications et pas mal de stories donc franchement n'hésitez pas, rejoignez-nous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en appuyant sur ce petit bouton rouge, c'est totalement gratuit, nous ça nous aide énormément. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que ça la met en avant et ça nous montre aussi que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Il est trop fort. Et nous on est parti pour la première histoire. On est parti pour cette première histoire et c'est celle de Emmanuel qui a 18 ans, mais celle-ci s'est déroulée lorsqu'il en avait 16. Pour commencer son histoire, il nous présente le contexte. Il faut savoir qu'à cette époque il était secouriste et donc il avait énormément de matériel sur lui. Il avait notamment tous les vêtements qui vont avec, donc des vêtements qui se voient de très loin, qui sont réfléchissants, il avait également des couteaux. Bien entendu tout ça c'est d'ordre médical, le couteau c'est pour l'utiliser au cas où il doit découper des vêtements par exemple d'urgence ou des choses comme ça. Et la plupart du temps lorsqu'il est appelé en mission, il doit prendre les transports et pour le coup c'est tout un périple. En fait ce qui rend son trajet compliqué c'est que la gare se trouve assez loin de chez lui. Alors par chance il y a quand même des bus, sauf que ceux-ci s'arrêtent à 21h et donc lorsqu'il n'y a plus de bus il doit rentrer à pied. Et là pour le coup c'est assez long parce qu'il doit marcher 50 minutes pour rentrer chez lui. Et cette petite balade de 50 minutes n'est pas non plus très simple parce qu'il fait énormément d'environnements différents, il passe par une ville, au bout d'un moment il passe même devant un hôpital psychiatrique. En plus de ça, il y a énormément de montées, de descentes, bref, c'est vraiment pas facile à emprunter. Et étant donné que le chemin est quand même très long, il nous dit qu'il y a plusieurs manières de rentrer dans son village. La manière la plus longue, c'est de passer par la départementale, donc c'est le chemin où il y a énormément de monde. Et il y a un autre chemin qui est en fait un raccourci, mais qui celui-ci passe par la forêt. Alors en vrai il n'y a pas vraiment de soucis, Emmanuel il a déjà emprunté ce chemin plusieurs fois, mais il fait quand même assez gaffe, il ne le fait que en été et que quand il fait jour à ce moment-là. Parce que oui, il a clairement une petite phobie de la forêt, surtout lorsqu'il fait nuit. Bref, voilà pour le contexte, maintenant focalisons-nous un petit peu plus sur cette journée qui est très spéciale pour lui. Même si en fait au début elle a commencé de manière tout à fait banale. Il avait une mission, il a donc pris le bus le matin pour se rendre à la gare, toute la journée il a effectué sa mission, mais lorsqu'il rentre, il est trop tard, 21h est déjà passé, donc il n'a plus de bus, il est obligé de rentrer à pied. Petite particularité tout de même, ce jour-là il a complètement oublié de prendre ses affaires de civil et donc lorsqu'il rentre il est toujours habillé en mode secouriste. Il a donc un grand gilet fluorescent, bref vous l'aurez compris il est visible de très loin. Ce jour-là, Emmanuel est super crevé, il a eu une journée hyper intense, il n'a qu'une seule hâte, c'est enfin rentrer, se poser chez lui. Il commence donc à marcher, il passe par la ville, il passe ensuite devant l'hôpital psychiatrique et il ne sait pas vraiment pourquoi, mais à chaque fois qu'il passe devant, il a un petit sentiment d'insécurité, il a un petit peu peur de ce bâtiment, même si en vrai il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Et après qu'il ait déjà bien marché, arrive enfin le choix, soit il passe par la départementale, soit il passe par la forêt. D'habitude, Emmanuel, il aurait pris la départementale, mais ce soir-là, il a particulièrement la flemme, il a vraiment envie de rentrer très vite. Il prend donc son courage à deux mains et même s'il fait nuit, il décide de passer par la forêt. Petit move quand même pour le rassurer, il se met des écouteurs et met la musique à fond. Pour lui, c'est un moyen d'oublier un petit peu l'endroit dans lequel il est et c'est un moyen donc de s'apaiser un petit peu dans cette situation qui est sacrément anxiogène. Il commence donc à marcher et au fur et à mesure qu'il avance, et ben en fait il est complètement rassuré. Il se dit qu'au final ça va, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. En marchant, il se fait même des petits pas de danse. Bref, il commence à être super à l'aise. Mais vous l'imaginez bien, tout est beaucoup trop beau pour être vrai. Quelques minutes à peine après qu'il ait commencé à marcher dans la forêt, son téléphone s'éteint. Il n'avait pas vraiment remarqué, mais en fait il n'avait quasiment plus de batterie. Il se retrouve donc sans musique, il se retrouve donc sans lumière et sans moyen de communication, perdu en pleine forêt. Bon, pas le choix, même si Emmanuel il est complètement flippé, il décide de continuer, il en a déjà trop fait pour abandonner maintenant, il continue donc à marcher en pleine nuit, en pleine forêt, en pleine obscurité.
Et après 10 minutes de marche intense et de stress, il voit enfin au loin les lumières du village. Ça y est, il est enfin rassuré, il se dit qu'il a fait le plus dur, qu'il se retrouve enfin dans une safe place, mais sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme ça. Alors qu'il quitte enfin la forêt, il aperçoit en plein milieu de la route un homme. Celui-ci est totalement immobile, il est vraiment en plein milieu de la route et il a l'air de fixer la forêt, donc l'endroit d'où vient Emmanuel. En avançant un petit peu, Emmanuel remarque que c'est une personne d'environ 40 ans et qu'il a l'air assez négligé, mais surtout qu'il est en train de le fixer et presque il a l'impression que celui-ci est en train de lui parler parce qu'il remarque au loin que sa bouche est en train de bouger. On n'oublie pas, à ce moment-là, Emmanuel est habillé en secouriste, il a tous les vêtements appropriés pour. Celui-ci revêtit donc sa casquette de secouriste, se rapproche et demande au loin si l'homme va bien. Mais il ne réagit pas, alors que Emmanuel, bien entendu, lui est complètement sûr que l'individu l'a vu, il est en train de le fixer, et en plus il est habillé en fluorescent, donc clairement il était obligé de le voir. Emmanuel répète, il se présente, il dit qu'il est secouriste, qu'il est là pour l'aider, et que s'il avait un problème il fallait lui dire, et c'est là que l'homme lui répond quelque chose de très étrange. Il lui dit d'une voix étrangement calme, « Je la cherche ». Tout doucement, pendant qu'il prononce cette phrase, l'individu avance de plus en plus vers Emmanuel en penchant sa tête vers le bas et en sortant un objet de son blouson. Cet objet va terrifier Emmanuel car il s'agit d'un grand couteau de chasse. Après l'avoir attrapé et mis dans sa main, l'individu relève la tête en regardant Emmanuel et lui dit « Anna, je cherche Anna. Vous ne l'auriez pas vue, monsieur le secouriste ?» À ce moment-là, Emmanuel est totalement pétrifié de peur, il commence à reculer et met même sa main sur son étui à couteau au cas où. Il a vraiment l'impression que l'individu va lui sauter dessus d'un moment à l'autre et il est donc sur ses gardes. Mais tout de même, sans perdre la face, Emmanuel lui demande qui est Anna. Et là, l'homme réagit au quart de tour, il se met à hurler en disant à Emmanuel qu'il voulait retrouver Anna et il lui demande où elle est. Totalement terrifié, Emmanuel est bouche bée par la situation, mais tout de même il continue à répondre en lui disant que si cette fameuse Anna avait disparu, il fallait appeler la police, que lui il ne pourrait rien faire pour lui. Mais l'homme continue de s'énerver, il continue à se rapprocher dangereusement couteau à la main. Et alors que l'individu ne se trouve qu'à quelques mètres de Emmanuel, celui-ci s'arrête, regarde vers la forêt et commence à marcher vers celle-ci. Forêt qui, on vous le rappelle, n'est pas du tout éclairée et qui est complètement plongée dans l'obscurité. Et au dernier moment, avant de s'enfoncer dans celle-ci, l'individu se retourne, regarde Emmanuel dans les yeux et lui dit « Si je ne la retrouve pas, ou que je la retrouve morte, je te retrouverai toi, et je te tuerai. » Et après avoir prononcé ces mots complètement terrifiants, l'individu marche vers la forêt et disparaît dans le noir. Emmanuel n'attend pas, une fois qu'il perd l'individu du regard, il se met à courir pour aller rejoindre sa maison le plus vite possible. Et au bout de quelques secondes, derrière lui, il entend un hurlement masculin. Il a donc l'impression que l'homme se dirige vers lui et en se retournant, il remarque que non, l'homme est en fait dans la forêt en train de hurler tout seul. Après ça, Emmanuel rentre chez lui et vous l'imaginez bien, il est complètement traumatisé par la situation. Tout de suite, il envoie un message à sa meilleure amie qui va heureusement le rassurer et l'apaiser. Malheureusement, nous n'aurons jamais de réponse, nous ne saurons jamais si cette personne cherchait vraiment quelqu'un ou pas, parce que Emmanuel ne recroisera jamais la route de cet individu. Bien entendu, Emmanuel reste complètement traumatisé par cette situation. À chaque fois qu'il se retrouve près de la forêt, il a l'impression que l'homme va surgir à tout moment pour lui sauter dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis cette journée-là, Emmanuel n'a plus jamais réemprunté le chemin de cette forêt tout seul. La deuxième histoire, c'est celle de Thibaut. Il commence par nous dire qu'il a l'âge de 20 ans et que malheureusement son année 2023 ne s'est pas super bien passée parce qu'il a des gros soucis de santé et qu'il a été fortement hospitalisé pendant très longtemps, et c'est que depuis mai 2023 qu'il a été autorisé à rentrer chez lui et à entre guillemets vivre normalement. On n'en sait pas vraiment plus sur cette maladie en question, mais tout ce que Thibaut nous dit, c'est que ça lui a complètement pourri la vie, même si parfois il avait le droit de sortir de l'hôpital pour aller voir des amis, faire des sorties, ce genre de choses. Et c'est triste à dire, mais il nous déclare que cette maladie a eu un petit peu raison de lui sur certains aspects de sa vie, notamment pour ses relations intimes, des substances illicites, et également par rapport aux armes. Il nous dit qu'il commence à fréquenter un petit peu tous ces milieux, qu'il va se faire plein de mauvaises fréquentations, et il a vraiment l'impression que c'est un cercle vicieux, et que sa maladie et la sorte de paranoïa qui y est associée y est pour beaucoup.
Bref, à sa sortie de l'hôpital, Thibaut le sent très bien, ce n'est pas vraiment la joie dans sa vie, il est complètement déprimé et du coup pendant plusieurs mois il va faire plein de conneries, notamment au niveau de ses relations intimes où il va enchaîner les relations éphémères, des choses qui n'ont absolument aucun sens pour lui, sauf que heureusement en juillet 2023 il rencontre enfin une fille avec qui ça a l'air de matcher et tout se passe super naturellement et d'ailleurs au moment où il nous raconte son histoire il est toujours avec elle. Bref, Thibaut commence petit à petit à sortir de son trou, une nouvelle vie émerge, il se sent beaucoup mieux et il nous précise quelque chose sur sa vie. Ou plutôt je dirais son quotidien parce qu'il nous dit qu'il habite en région parisienne, dans une ville qui est plutôt aisée et dans une grande maison. Et qui dit quartier plutôt aisé dit également cambriolage parce que évidemment ça attire la convoitise des gens et du coup il nous précise que la grande majorité des maisons qui sont dans son quartier sont toutes équipées d'alarmes et que les cambriolages et tentatives de cambriolage étaient vraiment super récurrents surtout pendant les vacances. Et justement, en août 2023, on est en période de vacances et cette année-là, Thibaut ne part pas avec ses parents. Ces derniers comptent partir le 5 août et Thibaut va se prendre 2 semaines tranquillement dès mi-août. Et ce planning veut dire une seule chose dans sa tête, c'est qu'il aura la maison pendant 7 jours complètement libre juste avant de partir en vacances avec ses potes. Mais bon, malheureusement, c'est un petit climat de tension qui s'installe dans la maison de Thibaut lorsqu'il commence à se rendre compte que pendant cette période de vacances, les cambriolages allaient devenir de plus en plus fréquents et qu'il fallait faire super attention. Et justement, quelques jours avant que ses parents partent, son père rentre du travail et il tombe sur 3 individus qui essayent de forcer la porte et à sa vue, il s'enfuit directement. Et c'est à peine 2 jours plus tard qu'ils commencent tous à remarquer des individus un peu chelous, tout vêtus de noir qui commencent à scruter les maisons pour voir s'il y avait des personnes dedans et la maison de Thibaut ne va malheureusement pas faire exception. Bref, le départ des vacances de ses parents arrive enfin, Thibaut est quand même un petit peu excité à l'idée d'être tout seul dans sa maison, à faire un peu ses occupations et à pouvoir être complètement libre. Et le lundi soir, soit le premier jour où ses parents sont partis, Thibaut n'est justement pas à la maison et tout se passe super bien à son retour, il voit que rien n'a été cambriolé, mais c'est à peine le lendemain soir, alors qu'il fait le tour de la maison pour fermer tous les volets, qu'il remarque qu'il y a quelqu'un devant son portail qui cherche à le forcer et à rentrer, et du coup Thibaut ni une ni deux rentre chez lui, allume la lumière du porche extérieur pour signifier qu'il y avait quelqu'un et heureusement ça va marcher, l'individu part en courant. Bon, à ce stade de l'histoire, vous vous demandez certainement pourquoi Thibaut n'appelle pas la police et il nous répond tout simplement que c'est parce qu'il avait encore une fois chez lui des substances illicites et qu'il avait absolument pas envie d'avoir affaire à ces derniers et qu'il trouve ces substances. Donc ce n'est évidemment pas une bonne idée, surtout au vu des événements qui vont se passer par la suite. À ce stade de l'histoire, Thibaut se rend donc compte qu'il est complètement seul face à ses problèmes et du coup il décide de faire un move qui est un petit peu douteux, un petit peu dangereux. Il commence à téléphoner à des contacts un peu chelous en leur demandant s'ils pouvaient lui fournir une arme de poing pour pouvoir se défendre au cas où. Et on est d'accord avec vous, c'est un choix qui est à tous les abords discutable, mais finalement Thibaut réussit à se procurer cette arme et ça le rassure un peu. Et heureusement, jusqu'à son départ en vacances, il ne se passe plus rien, c'est complètement chill. Le plan est donc simple, partir 2 semaines avec ses potes, puis il rentre chez lui pour une nuit et il prend le train dès le lendemain pour rejoindre ses parents dans le sud. Et justement, ses propres vacances en question avec ses potes se passent super bien, c'est 2 semaines pendant lesquelles Thibaut est un petit peu tendu parce que la maison est complètement seule. Mais finalement, à l'issue de ces 2 semaines, la nuit du retour se passe très bien et Thibaut rentre chez lui sain et sauf. Directement arrivé, Thibaut ne perd pas de temps, il met toutes ses affaires sales à la machine, il s'occupe de ranger un petit peu tout en étant au téléphone avec sa copine. Et il nous précise quelque chose de plutôt particulier sur lui, c'est qu'il est plutôt nocturne, que souvent la nuit il n'allume pas vraiment la lumière et qu'il préfère être éclairé au clair de lune et que bref, il n'allume pas souvent la lumière. Et tout en étant au téléphone avec sa copine et en faisant son bain de minuit, il commence à entendre des bruits un petit peu bizarres directement au-dessus de sa tête sur le toit. Et par la suite, ces bruits se déplacent jusqu'à atteindre la chambre de la fenêtre de ses parents. Mais bon, à ce moment-là, Thibaut est au téléphone avec sa copine, il est complètement chill, il se dit que de toute façon, ce n'est pas dans sa nature de paniquer facilement et que ce devait certainement être ses chats qui étaient en train de chahuter un petit peu. Sauf qu'au bout d'un moment, alors qu'il est dans sa propre chambre et que la fenêtre est ouverte, il entend clairement des bruits de pas humains sur le toit ainsi que des chuchotements. Bon, là, il n'y a plus de doute, il est quasiment sûr qu'il s'agit d'êtres humains et du coup il va simplement chuchoter à sa copine et la tenir au courant de ce qui était en train de se passer et cette dernière va évidemment lui dire d'appeler la police, mais Thibaut est bien décidé à régler ça tout seul et ne pas appeler d'aide extérieure. Même si encore une fois, on vous le précise, ce n'est pas du tout une bonne idée et ce n'est en rien brave. Les bruits continuent à s'intensifier, surtout à côté de la chambre de ses parents et c'est si fort que la copine de Thibaut à l'autre bout du fil entend également ces bruits. À ce moment-là, elle lui met un
giga coup de pression. Elle lui dit de ne surtout rien tenter de stupide et qu'il fallait absolument appeler les gendarmes. Bon, après tout, ce n'est peut-être pas une idée si bête, et du coup, pour pouvoir appeler les gendarmes, il doit d'abord raccrocher avec sa copine, et avant de raccrocher, ils se disent des mots un peu doux, et cette dernière lui dit de ne rien faire de stupide. Ni une ni deux, il raccroche donc et se met à composer le numéro des gendarmes, et par chance, ces derniers vont décrocher directement. Mais étant donné qu'ils étaient apparemment un petit peu loin, ils le préviennent qu'ils vont mettre environ 30 minutes à arriver, ce qui est extrêmement long, et ils lui donnent surtout comme consigne de se mettre seul en sécurité et de ne rien tenter tout seul. Mais c'est précisément à ce moment qu'il entend des énormes coups qui sont portés à sa porte d'entrée, alors que les bruits sur le toit continuaient. Il en déduit donc qu'ils étaient plusieurs. Bref, Thibaut est donc seul face à ces individus et là il entend que le groupe qui était à côté de la chambre de ses parents commençait à essayer de forcer la fenêtre, surtout que c'était la seule pièce de la maison où il n'y avait pas de volet. Il réfléchit 2 secondes et prend donc la décision de prendre son arme de poing avec lui, de se diriger vers la chambre de ses parents, et là il tombe nez à nez face à ces individus qui clairement en le voyant ne sont pas du tout impressionnés. Thibaut est quand même marqué par leur attitude parce qu'ils ne semblaient pas du tout intimidés, surtout que normalement dans l'imaginaire commun, lorsqu'un cambrioleur tombe nez à nez face à quelqu'un dans une maison, il fuit directement, mais là ce n'est pas le cas. Enfin, pas tout à fait, parce que Thibaut décide de montrer son arme et de la pointer directement sur eux, et à ce moment, il change complètement d'expression, se retourne, saute directement du toit pour sauver leur peau. Complètement satisfait de sa dissuasion, Thibaut entend néanmoins l'individu qui était toujours au niveau de la porte s'acharner de plus belle sur cette dernière. Il descend donc les escaliers en trombe, sort par une autre porte qui était un petit peu secrète et se retrouve nez à nez face à cet individu. Il l'éclaire directement en pointant son arme sur lui et en lui disant de partir car sinon il allait tirer. Sauf que là, le cambrioleur costaud devant la porte ne semble pas du tout intimidé encore une fois, et ce même en voyant l'arme car il pensait que c'était une factice. Mais là, Thibaut nous rappelle que c'est un vrai dur et qu'il est lui-même complètement taré. Du coup, avec un grand sourire satisfait, il pointe son arme dans les airs et commence à tirer pour montrer que ce n'était pas du tout du bluff. Et puis à ce moment, l'expression faciale de l'individu change complètement. Sur cette action, le cambrioleur tente donc de s'enfuir, surtout que les gyrophares bleus des gendarmes commencent à se montrer dans l'allée, signe qu'ils étaient arrivés un peu plus tôt. En voyant l'individu partir, Thibaut se met lui-même à paniquer, sachant qu'il avait une arme sur lui et que les gendarmes étaient là. Il rentre donc chez lui en toute vitesse et dissimule l'arme le plus rapidement possible. Il est environ 1 h du matin, les gendarmes sont finalement là, ils vont s'entretenir avec Thibaut qui va leur raconter toute l'histoire. Le gendarme en question va lui dire que 2 de ses collègues étaient à la poursuite d'un individu qui avait une hache à la main et Thibaut le reconnaît, c'était celui qui était à sa porte. Et ce dernier va même lui dire qu'il correspondait au profil d'une personne qui faisait beaucoup de cambriolage et qu'il le recherchait depuis très longtemps parce que ce serait apparemment quelqu'un de très dangereux et qui ne serait pas là seulement pour les cambriolages mais qui serait également très violent. Bref, finalement, au moment où Thibaut écrit ces lignes, cet individu n'a jamais été rattrapé, ni lui ni ses complices. Il nous dit quand même qu'il n'a pas forcément développé de paranoïa suite à ces événements qui étaient quand même pour le moins marquants. Et finalement, Thibaut n'oubliera jamais cette fameuse soirée et ce fameux individu qui ce soir-là en avait pour sa vie. On est parti pour cette 3e et dernière histoire et on vous prévient, elle est très originale. Et celui qui nous la raconte c'est Yannick, mais qui n'est pas tout seul, il est avec son ami Jules. Et il faut savoir que Yannick et Jules sont amis depuis très longtemps, ça remonte à la 5e. C'est cette année-là qu'ils se sont rencontrés et depuis ils ne se sont plus jamais lâchés. Ils ont plein de passions en commun, le sport par exemple, la boxe, le vélo, mais par-dessus tout il y en a une qui prédomine, c'est l'horreur. Clairement, dès qu'il y a un nouveau film d'horreur qui sort au cinéma, ils s'empressent d'aller le voir ensemble, ils adorent se faire peur, se raconter des histoires ultra flippantes. Ça leur est aussi déjà arrivé de faire des urbex, bref tout ce qui tourne autour de l'horreur, ils adorent. Mais la journée où se déroule l'histoire, c'est une journée en fait totalement chill dans laquelle ils n'ont prévu de rien faire de spécial. En fait, il est midi, ils ont décidé de se prendre un petit McDo tranquille à emporter et de marcher tout en discutant. Et au fur et à mesure, en se laissant guider par le vent, ils arrivent vers un parc pour enfants. Et celui-ci se trouve en fait pas très loin de là où habite Yannick. Ils décident donc de longer ce parc, clairement il n'y a quasiment personne dans le parc, il y a juste quelques enfants avec leurs parents qui se baladent. Mais il y a un élément qui les intéresse tout particulièrement, c'est la forêt qui se trouve derrière. En fait, il faut savoir que c'est une forêt très grande, qui est très dense et qui est en fait complètement collée au parc. Sauf que certainement pour des raisons de sécurité, ils ont décidé de clôturer le parc
pour que les enfants qui se baladent dans celui-ci ne se perdent pas dans la forêt. Et c'est assez légitime parce que cette forêt a une ambiance vraiment particulière. En la regardant de loin, ils sentent qu'elle est complètement flippante, elle est totalement obscure et très oppressante. Bref, c'est tout ce qu'aiment les deux amis et donc vous l'aurez deviné, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'y aller. Assoiffés d'aventure, les deux amis décident de sauter par-dessus la clôture et d'explorer cette fameuse forêt flippante. Et c'est là qu'arrive la première chose très chelou. À quelques mètres devant eux, alors qu'il y a quand même un mini chemin dans la forêt, ils remarquent qu'il y a un enfant qui est en train de marcher. Celui-ci n'est pas tout seul, il semblerait que quelques mètres devant lui, il y ait ses parents qui soient aussi en train de marcher. Mais on vous le rappelle, le chemin sur lequel ils sont n'est pas du tout accessible facilement, il faut absolument passer par-dessus la clôture, il n'y a aucun chemin qui vient depuis le parc. Les deux amis trouvent donc leur présence vraiment très étrange. Mais bon, Yannick et Jules ne font pas vraiment gaffe, ils décident de continuer leur exploration en partant sur un autre chemin, ils se font kiffer et enfin arrive la nuit, la mère de Yannick l'appelle en lui disant qu'il fallait rentrer manger, c'est donc ce qu'ils vont faire ensemble. Une fois rentrés chez Yannick et après avoir mangé un bon repas, ils vont dans la chambre de Yannick, commencent à discuter et c'est là que Jules a une idée. Histoire de pimenter la soirée, il y a quand même quelque chose qu'il pourrait faire, c'est explorer la forêt de nuit. Yannick à ce moment-là est en train de jouer à Call of Duty Black Ops 2, il ne calcule pas vraiment ce qu'il dit, mais Jules arrive à être très convaincant. Il lui dit que ça va être super flippant, que ça va être une expérience énorme, que ça va être hyper original en plus, et ça arrive bien entendu à convaincre Yannick qu'il ne lui en faut pas plus. Les deux amis décident donc de sortir sneaky de la maison et ils se dirigent enfin vers cette forêt qui, on vous le rappelle, n'est pas très loin de chez lui. Le silence est hyper pesant, ils n'entendent que des bruits étranges, ils n'arrêtent pas de sursauter et de se retourner à chaque fois qu'ils entendent quelque chose. Mais ce n'est pas assez pour eux et ils décident donc de se faire encore plus peur en ayant une idée complètement géniale selon eux, c'est de faire un cache-cache. Avec du recul, il nous dit que ce n'est clairement pas mature, mais qu'à ce moment-là, pour eux, c'était une super idée, et c'est donc exactement ce qu'ils ont commencé à faire. Yannick est le premier à compter. Au début, il nous dit que Jules est un petit peu timide quand même, histoire de lui faire une petite blague, il se met juste derrière lui, et donc Yannick le trouve très vite. Mais très vite, le jeu devient un petit peu plus compliqué lorsque Yannick se cache, et cette fois, il va un petit peu plus loin. Caché entre deux gros arbres, Yannick rigole, il voit la lumière de son ami se balader. Celui-ci est en train de l'appeler en lui faisant des petites blagues, mais au bout de quelques secondes, d'un coup, la lumière s'éteint. Yannick se dit que ça y est, son pote l'a enfin trouvé, qu'il va certainement surgir d'un moment à l'autre en lui faisant peur, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Jules arrive en fait tout discrètement vers Yannick et il lui murmure quelque chose. Mec, il y a l'enfant de tout à l'heure. Vous l'imaginez bien, dans ce contexte, Yannick ne le croit absolument pas, il regarde donc dans la direction que Jules est en train de pointer, et là c'est la grosse douche froide, parce que effectivement à quelques mètres, il remarque qu'il y a l'enfant qui est juste là. Mais le pire dans la situation, c'est que l'enfant se rapproche tout doucement et il commence même à leur parler en leur disant qu'il les connaît. Vous l'imaginez bien, Yannick est terrifié, la situation n'est absolument pas normale, et là Jules, lui, étonnamment, il a l'air complètement à l'aise avec ça. Il est presque en train de sourire et de se moquer de la situation alors que l'enfant, lui, est complètement sérieux. Il décide donc de le rappeler à l'ordre, il dit à son ami que c'était quand même une situation assez sérieuse et qu'il ne fallait pas la prendre à la légère parce que cet enfant est peut-être en danger. Et au moment où les deux amis sont en train de se regarder et de discuter pour savoir ce qu'il fallait faire, l'enfant se met à courir dans la direction opposée et disparaît très vite dans l'ombre de la forêt. Yannick est complètement flippé, il ne sait absolument pas quoi faire, il demande à Jules d'ailleurs ce qu'il faut faire, mais celui-ci encore une fois est hyper calme et commence même à sourire. Et en regardant dans cette direction, Yannick remarque que l'enfant n'est plus tout seul, il est cette fois avec ses parents. Cette fois c'est trop, il dit à son ami qu'il faut partir d'ici parce que la situation n'est absolument pas normale. Et c'est à ce moment-là que Jules se met à sourire et commence même à se diriger vers les parents. La situation est devenue beaucoup trop angoissante, Yannick attrape le bras de Jules et se met à courir dans la direction pour retourner vers le parc et ensuite vers chez lui, sauf que son ami ne veut absolument pas venir. Cette fois c'est donc beaucoup trop, il se met à partir tout seul et à se diriger vers la maison tout seul histoire d'aller chercher de l'aide. Complètement paniqué, il arrive enfin chez lui, il explique la situation à ses parents qui sont bien entendu affolés par ce qu'ils entendent. Sans attendre, Yannick, son père et son frère se dirigent vers la forêt histoire d'aller chercher Jules. Ils commencent à se faire des milliards de scénarios dans leur tête, peut-être que Jules est perdu dans la forêt, peut-être qu'il s'est fait enlever par ses parents. Et après être rentré dans la forêt et avoir marché à peu près 5 minutes, Yannick, son père et son frère retrouvent Jules au pied d'un arbre en train de pleurer et en train d'accuser Yannick de l'avoir laissé tout seul. L'histoire pourrait en soi s'arrêter là, mais vous allez voir que le témoignage de Jules est beaucoup trop étrange. Celui-ci, lorsqu'il raconte l'histoire, dit qu'il était avec Yannick, que tous les deux étaient en train de jouer à cache-cache, lorsque d'un coup le comportement de son pote a complètement changé.
Jules, lui, était totalement normal lorsque Yannick d'un coup s'est mis à courir et à partir en rigolant vers la forêt. Jules se retrouve donc tout seul en plein milieu de ces bois, livré à lui-même, alors que son ami Yannick, lui, est parti en courant il ne sait où. En entendant ce témoignage, bien entendu, ils sont tous les deux choqués, ils n'ont absolument pas la même version des faits et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Bien plus tard, Yannick et Jules sont devenus bien plus grands et encore aujourd'hui, ils n'ont aucune réponse à ce qui s'est passé ce soir-là. Malheureusement, après cette histoire, ils ont finalement perdu contact parce que ses parents ne voulaient pas vraiment qu'il voie son pote, bref, c'est pas très clair. Il ne sait pas si la situation s'est réellement passée mais que son pote Jules a par exemple fait un blackout. Ou alors est-ce que Yannick a imaginé tout ça et donc pendant quelques minutes pourquoi il avait agi de telle sorte et pourquoi il avait imaginé une telle situation. Bref, on a vraiment hâte d'avoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à nous les dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yannick continuera toute sa vie à se demander si ce petit garçon et ses parents ont réellement existé. Bon, ce qui est quand même super particulier avec cette troisième histoire, c'est que les deux versions des faits ne concordent pas du tout. Du coup, on est en droit de se demander si la personne qui a vécu ces événements avait tout imaginé ou si c'est finalement son pote qui a essayé de monter un coup sur lui. Bref, c'est super intriguant et d'ailleurs ça met un petit peu le doute et franchement, on n'aimerait pas trop vivre ça parce que c'est vraiment ultra perturbant de se demander si on a tout inventé. Clairement, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelles sont vos théories par rapport à cette histoire. Nous, on lit à chaque fois tout le monde et on répond à tout le monde. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. En tout cas, merci encore d'être resté jusqu'au bout. Les personnes qui regardent actuellement cette conclusion, vous êtes vraiment l'élite, les meilleurs de la chaîne, on vous aime. Et pour les personnes qui n'osent pas encore rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur ce bouton juste en bas de la vidéo, s'abonner, c'est complètement gratuit. Également à activer la cloche pour être prévenu gratuitement de toutes les nouvelles sorties des vidéos. Et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce qu'on est hyper actif en ce moment, et sur Discord aussi parce qu'on parle très régulièrement avec tout le monde, avec la commu, et franchement l'ambiance sur Discord est vraiment toujours très cool. Nous on est hyper naturel comme sur Insta d'ailleurs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Les personnes qui y sont de toute façon savent de quoi on parle, et d'ailleurs on vous voit, vous êtes des grands ouf. Gros big up à vous. Et sur ce, je pense qu'on a tout dit, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, tout ce que vous voulez. C'était Joe et Kratos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Faites de beaux rêves. Et c'est une fin de tournage. Allez. Viens. On est mercredi 11 octobre. Happy birthday. Après, je suis quand même content de dire en vrai, moi que je défonce quand même ça. Lui, là, le gars du passé là. Je pense que je défonce quand même. Moi du passé. Ok, on est parti.